Clémentine Autain, Yvan Rieufol et Nicolas Doménac à au bulletin. Le premier tour de la primaire de la droite, c'est dimanche. Et à moins d'une semaine, l'écart se resserre selon notre enquête Kantar, Sofres, RTL, LCI, Le Figaro. Alain Juppé, donc, dévisse de 6 points à 36%. Nicolas Sarkozy gagne 2 points à 30%. Mais surtout, François Fillon, donc, prend le large en 3e place, au point d'inquiéter les deux favoris avec 17%. Ce matin sur RTL, le maire de Bordeaux a donc tapé sur ses rivaux. S'il n'y avait pas eu des déçus de la période 2007-2012, on aurait gagné les élections de 2012. Alors peut-on avoir des surprises? Et si François Fillon réussissait à se qualifier pour le second tour sur les réseaux sociaux? On en dit quoi, Benoît? On se dit qu'il est temps que ça se termine déjà. Juppé est moqué pour avoir cité Prise Unique qui n'existe plus depuis 2002. Après la ration de frites et le pain au chocolat, on recherche toujours activement un politicien vivant sur la même planète que nous, soupire Jason. Quoi, les réseaux sociaux? Alain Juppé répond qu'il se moque de tout ce qui peut se dire sur le Minitel, ricane encore Douillon. Son arrogance n'est plus supportable et son programme est vide, tacle Marc, un sarkozyste. Côté Sarkozy, justement, c'est François Barouin qui fait parler, peinant à défendre son champion et sa sortie sur la double ration de frites. Il propose que la famille soit prévenue un mois à l'avance pour qu'elle retire l'enfant le jour où on sert du jambon, pour laisser le temps à l'enfant de se convertir au catholicisme, demande Gabriel. La primaire des excités, désespère Zora. Alors Bernard résume ainsi la cuisine républicaine: Juppé mijote, Fillon frémit. Mais c'est vrai que Fillon est entré dans les conversations. C'est même le candidat qui génère le plus d'activité sur Facebook, devant Nicolas Sarkozy et loin devant Alain Juppé, souligne 78. Tout candidat à la présidence se doit d'être irréprochable. Dans la primaire de droite, seul Fillon remplit cette condition, explique Prince. Oui, 0 condamnation ou mise en examen pour Fillon et pour tous les parlementaires le soutenant, insiste Sancerre. Ouais, quand on est Premier ministre, on assume son quinquennat avec son président. Là, il a détruit l'UMP et tenté de faire intervenir Jouyet pour abattre Nicolas Sarkozy. À part ça, qu'a-t-il fait? Demande de Grumel. Et Laurent de soupirer pour conclure. On vient de passer 48 heures à tabasser les sondeurs américains et on s'agite autour du dernier sondage sur la primaire en France. Vous avez dit désespérant? Patrick Chen, François Fillon, la surprise de dernière minute. Moi d'abord, j'aimerais souligner la pertinence et l'humour des internautes. Parce ça, c'est tout le temps. Ça. Non, c'est formidable. Enfin bon, il y a Benoît qui sait les mettre en valeur, parce que ça peut être consternant aussi. C'est un travail. Il y a peut-être de la lassitude sur ce dossier, mais il y a de l'énergie. Non, les sondeurs, ils ont raison. Est-il décent aujourd'hui de faire confiance aux sondeurs avec ce qui vient d'arriver? On va rappeler les régionales, on va rappeler Trump, on va rappeler le Brexit. Mais il y a quand même un petit problème. Alors, ce qu'on dit pour laisser un petit peu de légitimité aux sondeurs, c'est qu'il faut regarder les tendances. Et là, si on regarde les tendances, force est de constater que Fillon a quand même le vent dans le dos. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'il faut se méfier des sondeurs parce qu'il y a des votes cachés. Des sortes de votes honteux qu'on n'ose pas avouer. Fillon n'a pas tellement la tête d'un vote honteux. Donc je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui se cachent de voter Fillon. Donc je suis pas très optimiste pour lui avec ce phénomène. En revanche, bon, l'axe Juppé-Fillon devait se constituer, à mon sens, après le match Juppé-Sarkozy. On est peut-être en train de rebattre les cartes, et c'est ça qui serait intéressant politiquement, semble-t-il. C'est qu'au lieu d'avoir ce qu'on annonce depuis le début, ce match du premier tour, qui verrait la victoire de Juppé contre Sarkozy avec un Fillon arbitre au deuxième tour. Moi, ça m'intéresserait de voir ce qui se passe si les cartes sont rebattues au premier tour. Et quelle serait l'attitude d'un Sarkozy troisième? Là, ça commence à être passionnant politiquement. Mais vous y croyez, ou là, c'est de la science-fiction, Nicolas Doménac à Fillon, qualifié pour le deuxième tour? Non, je crois pas jusque-là, mais ce que je crois, c'est à la cristallisation ces jours-ci de quelque chose autour de François Fillon. C'est pas seulement quelques points, c'est au fond, il nous raconte une histoire, il raconte à l'électorat de droite une histoire d'un homme qui s'est obstiné, qui est seul, qui est resté seul pendant un moment et contre vents et marées, qui a bossé, ensuite d'un homme qui est le seul, au fond, avec Jean-Frédéric Poisson, à reprendre sur son dos l'électorat conservateur chrétien, qui est contre le mariage et qui se sent méprisé, lui aussi, hein, et qui, au fond, trouve en François Fillon une face respectable et offensive. Et face à lui, simplement, il a Nicolas Sarkozy, qui a son socle, et Alain Juppé, qui lui incarne autre chose. Il incarne à la fois l'anti-sarkozysme et l'anti-Marine Le Pen. Donc c'est pour ça que je ne crois pas qu'il n'ira jusqu'à, sauf s'il prenait cette posture-là, qu'il ira au-delà de ce qu'il est actuellement, une valeur refuge forte pour la droite conservatrice traditionnaliste. Et qui peut être au deuxième tour déterminant?
qui sera déterminant par ses reports. Donc il faudra scruter de près les enquêtes qu'on aura de sortie des urnes jusqu'à présent, mais je le vois mal en train d'apporter son soutien à Nicolas Sarkozy après avoir dit que du temps du général de Gaulle, un candidat qui était mis en examen ne se présenterait pas, etc., etc. Un peu compliqué, Clémentine. Très compliqué. Non, et ce qui importe dans cette dernière ligne droite, c'est d'essayer d'évaluer quelle va être la participation, parce que ça, c'est quelque chose bien de malin, c'est celui qui sait. Très important. C'est ce qui risque de peser énormément. Nicolas Sarkozy espère finalement un rétrécissement de la participation quand Juppé rêve d'un élargissement. Bon, difficile de prédire quoi que ce soit, et surtout, moi, la question que je la poserais dans l'autre sens, c'est est-il possible qu'il n'y ait pas de surprise ? Pas sûr. Il y a toujours une surprise dans les élections. Quand il n'y en a pas, c'est la surprise. Voilà. Si je peux me permettre. C'est pas mal ça. J'utiliserai ça dimanche pour la soirée. Tiens, voilà, je prendrai ça. On est tous complètement sous le choc de se dire mais comment se fait-il qu'on avait vu ce qui allait se produire. Bon, moi j'avoue que ce qui m'importe le plus c'est de regarder ce que proposent les uns et les autres, et honnêtement, franchement, on est sur une feuille de route. Comme on a une gauche qui gouverne, qui est quand même assez à droite, maintenant la droite est obligée d'être quand même extrêmement à droite pour pouvoir simplement avoir l'air d'exister et de proposer quelque chose de différent de ce que nous fait le gouvernement actuel. Donc ma crainte, c'est une radicalisation du candidat, quoi. Et c'est pas simplement dans la primaire, c'est aussi dans la continuité. Je crois qu'il ne faut pas évacuer maintenant la jurisprudence Trump, qui va s'appliquer peut-être dès la semaine prochaine en France, en tout cas, qui a des influences. Et si l'on applique cette jurisprudence Trump, elle n'est pas bonne naturellement pour Juppé. Car la jurisprudence Trump, c'est de dire que les électeurs rejettent ceux qui ont été désignés par les médias, par le système, cette connivence politico-médiatique. Et le candidat désigné, c'est naturellement Alain Juppé, comme l'était Hillary Clinton. Donc, si on applique cette analyse, mais enfin, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a naturellement ses limites, je ne vois pas Juppé gagnant. Je ne le vois pas gagnant non plus, car ce qui apparaît depuis longtemps, et dont j'ai déjà été le porte-parole ici, c'est ce rejet des conventions, du politiquement correct, etc. Et Alain Juppé en est le parangon, avec ce refus des conflits, ces discours sur l'apaisement, cette identité heureuse, cette manière de ne pas vouloir regarder en face les réalités. Donc tout ceci commence à se voir, me semble-t-il, et explique sans doute aussi d'ailleurs le fait qu'il baisse. Donc, mais sorti de là, en même temps, je ne dirais pas de Fillon qu'il est l'antisystème qui a été promu, qui a été promu à travers. Ça sera difficile. Tous ceux qui se présentent dans cette primaire-là sont dans le système. Avec d'ailleurs, en effet, vous avez raison, des propositions qui sont assez vaseuses. Donc je ne vois pas très bien du coup. En même temps, Trump, le milliardaire, je ne vois pas très bien du coup ce qui pourrait les départager, sauf une chose, c'est qu'il me semble que les électeurs aussi sont maintenant assez sensibles au fait de rejeter les professionnels de la politique. Et il m'a semblé que Sarkozy avait fait une nouvelle faute dans sa tactique, en disant que quoi qu'il arrivait, il voterait Bayrou s'il était en face de Marine, s'il y avait une confrontation avec Marine Le Pen. Et je crois que ces genres de discours, qui sont très professionnels, très tacticiens. En quoi est-ce une erreur ? Parce que cela reflète la tactique, le professionnalisme d'un politique qui passe son temps à taper sur Bayrou et qui va dire... Ça peut refléter les convictions ultimes. Et qui va dire ensuite qu'il voterait Bayrou contre Marine Le Pen, alors qu'il partage une partie des propositions de Marine Le Pen. Donc tous ces éléments confondus me font dire que François Fillon a des chances, et d'autant plus qu'il a des chances, qu'il est le seul à poser, en une minute à chaque fois, les débats qui sont au cœur de ce qu'a fait l'élection de Trump, c'est-à-dire l'islam, l'immigration, le communautarisme, le libéralisme refondé, etc. On y revient dans un instant, si vous voulez bien. On refait le monde. Sur RTL, on refait donc le monde ce soir avec Yvan Rioufol, Nicolas Domenech, Clémentine Autain et Patrick Chêne. Avant de parler de Donald Trump dans un instant, on termine donc notre débat sur la primaire de dimanche. Clémentine Autain, on a entendu un quand Yvan Rioufol a listé le positionnement de François Fillon. C'était votre... Non, c'est juste que je me disais que dans l'électorat, l'électorat modéré ou ceux de gauche qui veulent quand même choisir celui qui serait potentiellement président, parmi la droite, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une crispation, et que je comprends, je la partage, à l'égard de Nicolas Sarkozy, et elle est...
moins forte vis-à-vis de Fillon, qui tient pourtant des discours et qui énonce des propositions qui valent franchement celles de Sarkozy. Donc l'hypothèse que Fillon puisse lui engranger par une certaine passivité d'un électorat plus modéré, ou voire même de ce fameux, je ne sais pas s'il existe vraiment, électorat de gauche qui irait à la primaire de la droite, vous voyez où on en est rendu quand même, hein. Vraiment les choses tournent plus très rond. On avait le moindre mal à gauche d'aller voter pour le Parti Socialiste même quand on n'était pas d'accord. Maintenant l'idée serait d'aller voter pour le moins pire à droite. Enfin, c'est pour choisir la fiche finale, quoi. Un peu ubuesque, choisir la fiche finale. Elle sera peut-être là aussi différente que celle de celle c'est possible de nous raconter. Mais je crois que François Fillon est un homme qui, sur le fond politique, est au moins juste un point quand même. Si je peux m'inscrire en faux quand même sur ce qu'a dit tout à l'heure Yvan Rioufol, ou en tout cas le présenter autrement, puisqu'il a fait d'Alain Juppé le symbole du politiquement correct, qui ne serait tellement éloigné des réalités. C'est sans doute pour ça qu'il a une élection triomphale à Bordeaux. Mais c'est pas ce que je voulais dire seulement. Ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, il a pris, moi je crois courageusement, la position radicalement inverse d'autres par rapport à Trump, c'est-à-dire ce que vous appelez justement aussi le politiquement correct, c'est-à-dire au fond il a pris une position humaniste, il a défendu des valeurs qui sont l'égalité homme-femme, le refus de la xénophobie, le refus de l'homophobie, enfin tout ce qu'a trimballé Trump. On pourrait y ajouter le mensonge, parce que c'est quand même super menteur qui a été élu là-bas. On a connu ça ici, mais là-bas c'était établi de manière radicale. Il a été élu. Ça n'empêche pas tout ça. Donc je l'accepte, mais j'en tire des leçons. Donc certains en ont tiré des leçons, comme Nicolas Sarkozy qui a dit que du côté de la transgression, il serait encore plus trumpiste que Trump, quasiment. Mais Alain Juppé, lui, il a dit, non, je resterai celui qui est pour le rassemblement. Et je crois qu'en France, il existe aussi une droite, que vous le vouliez ou non, modérée, ouverte, humaniste, et qui votera pour Alain Juppé, je pense. Alors on verra qui l'emportera. Je ne la rejette pas du tout, mais je ne pense pas, mais je peux me tromper, je ne pense pas qu'il soit dans le vent de l'histoire. On assiste là à une rupture, à une sorte de rébellion contre un système démocratique qui ne représente plus les gens, qui n'entend plus les gens. Il me semble que votre candidat, avec ce côté d'ailleurs un peu impérieux à vouloir se revendiquer comme étant l'élite, et en effet il est l'élite, prend des risques à ne pas être votre candidat. Vous validez Nicolas Demenac? Non, je valide pas. Je fais un constat. Ça m'amuse que ce soit devenu mon candidat. Mes amis se retourneraient, et mon père, hélas décédé, se retournerait dans sa tombe, lui. Mais enfin bon. Le candidat qui a votre préférence parmi ceux-là. Moi, j'ai quand même du mal à trouver un candidat de rupture, parce que vous dites que face à Juppé, il faudra un candidat de rupture. Qui est le candidat de rupture dans cette primaire? Oui. Non mais Nathalie Kosciusko-Morizet peut-être. Voilà. Allez, on parle de Trump dans un instant, et pour terminer ça, on refait le monde de ce soir. On refait le monde sur RTL avec Patrick Chen, Clémentine Autain, Yvan Rioufol et Nicolas Demenac. Vous avez entendu tout à l'heure la présidente du FMI, Christine Lagarde, être prudente concernant Donald Trump, le nouveau président des États-Unis qui souffle le chaud et le froid cette nuit sur CBS. Il a exhorté ses concitoyens à ne pas avoir peur. Ça, c'est pour le show, mais il a aussi décidé de nommer Stephen Bannon comme chef de la stratégie de la Maison-Blanche, un ultra-conservateur sulfureux nommé Goebbels. Alors ça, c'est pour le froid. Donald Trump est-il en train donc de tromper son monde sur les réseaux sociaux, Benoît? On est plutôt tendu, je vous le cache pas. Quel enfer! Un suprémaciste blanc, anti-gay, antisémite, agressif et débile vient d'être nommé conseiller en chef après avoir vomi Tremble Amérique, tweet Ana Navarro, qui est pourtant républicaine. Alors imaginez les démocrates, on doit pouvoir intervenir légalement, aucune réduction d'impôts ne peut justifier ça. Panic Manners, mais Bob lui répond en ricanant: on a souffert 8 ans, à votre tour. Côté français, Olivier espère bien que les débuts de la présidence de Trump soient un fiasco. Ça nuira à la candidature de Marine Le Pen, qui s'en revendique, dit-il. D'ailleurs, Robert Ménard applaudit l'annonce de l'expulsion de 3 millions de migrants. Enfin, le retour d'une politique d'action, dit-il. Mais Thomas lui rappelle qu'Obama a expulsé 2,5 millions de clandestins entre 2009 et 2015. Trump propose juste la même chose. Et d'ailleurs, il l'avait reconnu pendant la campagne, vouloir faire comme Obama, mais avec plus d'énergie, insiste Tom. Non mais arrêtez de minimiser, le KKK est au pouvoir, appelons un chat, s'énerve Chad. Trump qui refuse son salaire de président, c'est exactement ce qu'a fait Hitler la première année, compare Molloy. Je trouvais débile de comparer Trump à Hitler, concède John, mais là, depuis que je vois ses premières décisions, choisir ce xénophobe de Bannon comme propagandiste, par exemple, je ne comprends pas pourquoi aussi peu de gens paniquent. Moi, j'ai vraiment
vraiment mal au ventre lorsqu'il lit n'importe quoi. Trump n'autorisera jamais les actes insensés contre les minorités. Et puis le Congrès est là, assure Nathalie. Ah bon? Regardez, déjà un pic dans les agressions haineuses, s'inquiète London pour finir. Nicolas Domenech, un coup en avant, un coup en arrière, finalement, ces débuts de Trump. Écoutez, d'abord, j'inviterais, si c'est possible, tous nos auditeurs et les Français en général à regarder le mouvement de mobilisation qui se produit contre Trump. Avec cette réflexion, il vaudrait mieux se mobiliser avant qu'après, hein, c'est-à-dire dans les urnes plutôt que dans la rue pour suivre. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a tellement menti que c'est l'accusé de mensonge demain et après-demain ou de reniement des promesses, ça n'a pas de sens puisque au fond, ça prouverait que encore nous sommes le système et qu'il est l'antisystème puisque c'est comme ça qu'il a fait sa pub. Le troisième point, il a fait des reculs, c'est vrai, sur quelques données importantes, l'Obamacare, etc. Mais il y a des choses qui restent vraiment problématiques ou interpellatives. D'abord sur la mondialisation, sur le traité de libre-échange. Le journal Le Monde a titré fin de la mondialisation. Trump, la fin de la mondialisation. Mon Dieu, comme ils y vont, là, pourquoi pas la fin du monde, justement, etc. Mais en tout cas, et ce qui nous renvoie d'ailleurs aussi à nos candidats de droite, etc., qui sont tous libéraux et ouverts au libre commerce, là, il y a des points comme l'immigration, enfin, et je terminerai là-dessus, là, on voit qu'ils vont aller, et qui s'est entouré d'ailleurs de gens du système. Lui, il est anti-système, et puis ils vont virer un nombre maximal d'étrangers. En situation irrégulière. En situation irrégulière. Ah bah oui, il faut le préciser quand même. Et enfin, pour la blague, je dirais que je serais le Canada, je mettrais un mur entre les USA et le Canada pour empêcher l'immigration massive, puisqu'il semblerait que les demandes explosent. Au contraire, tout à l'heure, on entendait le maire de Montréal ouvrir les bras en disant bienvenue chez nous. Oui, Clémentine, vous aviez l'air agacée quand Nicolas disait il faut manifester avant qu'après, enfin dans les urnes. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'alors que Trump a gagné, que Hillary Clinton n'a pas réussi à engranger toutes les voies lui permettant d'être victorieuse, une mobilisation assez importante, enfin même hyper massive, est prévue le jour de l'investiture, donc le 20 janvier, une énorme manifestation. Puis on voit bien, même y compris comment ça bouillonne aux États-Unis d'inquiétude et d'inquiétude légitime sur ce que va faire Trump. On sait sur l'immigration, sur les droits des femmes, sur toute une série de sujets, sur le climat, le réchauffement climatique, on tombe sur la tête. Et il s'est pas entouré que de gens du système. Hein. Il a parmi ses bras droits un type absolument effroyable et qui vient de l'extrême droite et qui, je pense, va imposer des solutions terrifiantes. Donc, pourquoi est-ce que c'est maintenant? Faut pas faire la leçon à ces gens qui se mobilisent aujourd'hui. C'est qu'il y a bien un problème du côté de la social-démocratie, enfin du Parti démocrate et de la social-démocratie à l'échelle européenne, comme aux États-Unis, dans ces réponses qui sont des réponses normalisées, et que Trump, ce qu'il a réussi à faire, je suis désolée, c'est à être le porte-voix des laissés-pour-compte de la globalisation, de ceux qui sont en souffrance. Il le fait pour orienter du côté du repli, de la xénophobie, de solutions qui sont des solutions que je combats de A à Z, mais pour autant, si on n'interroge pas le camp démocrate, et c'est ça le vrai on va pas reprendre le débat de la semaine dernière, puisque ça on l'a beaucoup traité, c'est les premiers pas de Trump qui nous intéressent ce soir, et finalement, est-ce que à la découverte de ce qu'est le pouvoir, il va pas nous étonner tous. Tout à l'heure, Christine Lagarde rappelait que Ronald Reagan a finalement été l'un des présidents américains avec lequel le FMI a le mieux travaillé contre toute attente. Hein. Moi, j'ai reçu une leçon de notre consoeur Béatrice Fouchard quelques minutes après le traumatisme du vote de Trump, puisque je le considère également, à titre personnel, comme quelqu'un de lourdingue, de dangereux, de grossier, de misogyne, de raciste, d'homophobe, évidemment. Cela étant dit, Béatrice Fouchard disait: il faudrait peut-être que les journalistes arrêtent de décrire le monde tel qu'ils le souhaitent, mais qu'ils reviennent au fait qu'ils voudraient mieux le décrire tel qu'il est. Parlons des immigrés. Alors, j'ai essayé de me poser, de regarder ce que propose Trump. Sur le mur, on en a fait des tonnes. Le mur, il existe. Vous le savez. Oui, bien sûr. Sur les immigrés, j'ai lu tout à l'heure. Ça marche pas. J'ai lu tout à l'heure. Il veut expulser 2 à 3 millions d'immigrés. Puis après, je suis rentré dans le texte et je me suis aperçu qu'il voulait expulser les criminels qui ont un casier judiciaire. Et j'ai regardé qu'au Danemark, en Belgique, en UK, enfin en Grande-Bretagne, en France avec la double peine, on a les mêmes dispositions. Si on arrêtait de schématiser, de caricaturer et de mentir à notre tour, parce que nous mentons quand nous disons, vous vous rendez compte, il va expulser 3 millions. Analysons un petit peu plus sereinement, disons la vérité, et ensuite tirons des conclusions. Parce que je pense que nous sommes coupables en caricaturant, et comme ça on dit il n'est pas dangereux parce qu'il est tellement fou. Mais il n'est pas si fou que ça finalement, c'est ça qui est dangereux. Allez, Yvan, pour conclure. Il est même pas fou du tout, il faut cesser de le prendre pour un menteur, comme le dit Domenech, comme
un abruti, comme quelqu'un qui comme un clown, non, comme un abruti, j'ai pas dit ça. Non, mais enfin, en tout cas, il n'est pas plus menteur non plus que d'autres. Si. Non, il n'est pas menteur. Dans tous les débats, il n'est pas. Je ne pense pas qu'il soit. Non seulement je ne pense pas qu'il soit menteur, mais je pense qu'il va même appliquer son programme. Et ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il invente une nouvelle politique. Il s'est présenté lui-même comme étant celui qui a inventé la politique du XXIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été élu contre l'unanimité, contre la presse unanime, mais qu'il a été élu par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il a été élu par ceux qui n'ont pas la parole. Et je pense qu'il va donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Et ceci bouleverse également, d'ailleurs, je pense, la parole politique elle-même. Et le fait qu'il amende maintenant l'Obamacare et qu'il l'abroge pas comme il l'avait dit, par exemple... Il y a encore un peu une ambiguïté. Il faut laisser... c'est pas très clair. Et ça prouve en tout cas qu'il est pragmatique. Ce n'est pas un professionnel de la politique. C'est quelqu'un qui est un novice là-dedans. Et donc, il va avancer comme avance un entrepreneur ou comme avance quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'a pas de concept a priori. Il va voir si les réalités résistent ou pas. Et donc, moi, je surtout pas, je rentrais dans ce manichéisme que je trouve complètement stupide. Il faut d'ailleurs que ses adversaires cessent de s'acharner sur lui en le qualifiant de tous les noms. Ils se sont trompés une fois, ils vont pas se tromper deux fois. Et je pense qu'il faut maintenant lui donner le privilège d'une confiance relative. En tout cas, un milliardaire ne s'entende pas avec le FMI, ça serait quand même cocasse. Hein. Écoutez, ce qui est cocasse pour l'instant, c'est qu'un milliardaire est le porte-parole des laissés pour compte. Des laissés pour compte. Merci à tous les quatre. Merci à Clémentine Autain, à Patrick Chen, à Yvan Rioufol et à Nicolas Damenac.